Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la psychose en Israël. Depuis la multiplication des attaques à l'arme blanche, les Israéliens vivent dans la peur. Cours d'autodéfense, achat d'armes à feu, tous les moyens sont utilisés pour assurer sa sécurité. Nous verrons aussi que les Palestiniens sont sceptiques face à ces attaques. Beaucoup de jeunes pensent qu'elles n'ont jamais eu lieu. Enfin, pour terminer, nous irons à la rencontre d'un caricaturiste syrien menacé dans son pays et réfugié en France. Si vous voulez acheter un couteau dans certains magasins de vaisselle à Jérusalem, il vous faudra passer par la caisse et demander à l'employé de vous les montrer. Car depuis la multiplication des attaques à l'arme blanche, les couteaux ne sont plus en libre service. Cela fait partie des mesures prises ces dernières semaines. La psychose a gagné le pays. Le point avec Lucie Debiol. Faux couteau à la main, ces Israéliens simulent des attaques et apprennent à se défendre. Fabrice Fourmand, ancien champion de karaté, organise des cours gratuits en français. Alors, quoi que vous touchez ici, c'est jackpot. Donc c'est évidemment la chose à protéger immédiatement. Donc ça doit être un automatisme. À peine il se passe quelque chose, pack, les épaules viennent protéger ici. Les habitants s'inscrivent par milliers à des cours d'autodéfense. C'est totalement une question de survie pour avoir au moins deux mécanismes, automatismes, comme une boîte à outils. Et puis le reste, ça dépend pas tellement de nous, mais on a une base. Quelques repères en cas d'agression, car les attaques sont devenues quasi quotidiennes. La dernière en date dimanche, dans le sud du pays, un assaillant a tué un militaire et blessé plusieurs autres personnes dans la gare routière de Beersheba. Des drames qui changent aussi les comportements dans la rue. Quand il attend son bus, ce père de famille franco-israélien est aux aguets. Et une fois monté à bord, il choisit scrupuleusement sa place. Il y en a, je pense qu'ils préfèrent se mettre au niveau des issues pour pouvoir partir le plus vite possible. Moi, personnellement, je préfère me mettre au fond pour essayer d'avoir une vue sur ce qui se passe. Pas de paranoïa, dit-il, mais une vigilance de tous les instants. Les autorités israéliennes encouragent les habitants à assurer leur propre sécurité. Et pour certains, cela passe aussi par l'achat d'une arme. Ces derniers jours, les ventes des armuriers sont en forte hausse. Si vous voulez vivre, vous devez vous défendre. Depuis le début de la vague de violence, les permis de port d'armes sont délivrés plus facilement. Le maire de Jérusalem a lui demandé à tous ses administrés avec un permis d'avoir toujours leur arme à feu avec eux. Et côté palestinien, on ne croit pas à ces attaques à l'arme blanche. Beaucoup de jeunes sont persuadés que la plupart d'entre elles n'ont jamais eu lieu. Des vidéos amateurs sont partagées, commentées et analysées sur Internet. Nos correspondants à Jérusalem sont allés à la rencontre de ces jeunes Palestiniens qui soutiennent cette théorie. Reportage signé Pierrick Laurent et Iris Macleur. Attention, certaines images peuvent choquer. Le phénomène a déjà un nom, la Twittifada. Quelques minutes après chaque attaque en Israël ou en Cisjordanie, des vidéos amateurs sont mises en ligne, reprises sur les réseaux sociaux et partagées par les jeunes Palestiniens, comme ces lycéens de Jérusalem-Est. On a accès à beaucoup de sources différentes, les journaux, la télé et les réseaux sociaux. Et chaque source raconte une version différente de ce qui se passe. L'une des vidéos les plus choquantes montre Ahmed, un Palestinien de 13 ans, en sang, dans une rue de Jérusalem. Il est filmé et insulté par un Israélien. Rien n'indique ce qui s'est passé quelques secondes plus tôt. Selon la police, Ahmed et son cousin auraient poignardé 2 Israéliens, dont un enfant. Dans sa fuite, Ahmed aurait été percuté par une voiture. On ne voit qu'un enfant qui a été abattu et qui se trouve à terre. Moi, je n'y crois pas quand ils disent qu'il a poignardé un Israélien. On ne voit qu'un garçon, alors qui aurait-il poignardé? On ne voit aucune image de l'enfant israélien. Et ensuite, ils ont fabriqué les images de l'attaque, et puis ils ont dit qu'il y avait des couteaux. Mais pour moi, tout ça, ce sont des mensonges. Les vidéos de caméras de surveillance rendues publiques par Israël n'ont pas non plus convaincu la famille d'Ahmed. Sa mère est persuadée de son innocence. Ça suffit, ils ont créé cette histoire de toutes pièces. Mon fils n'est qu'un enfant. Rendez-le-moi. Pourquoi font-ils toute une affaire d'une histoire qui n'est pas vraie? Il n'y a rien de vrai. Même le président palestinien a finalement accusé Israël d'avoir abattu le garçon. Mais Ahmed n'est pas mort. Il est soigné dans un hôpital, comme le montrent ces images fournies par l'État hébreu en réponse au discours de Mahmoud Abbas.
Mais de nombreux Palestiniens doutent encore qu'un Israélien ait été blessé ce jour-là. À l'hôpital Hadassah de Jérusalem, ce médecin nous confirme avoir opéré un enfant dans un état critique. La semaine dernière, nous avons reçu aux urgences un garçon de 13 ans avec des blessures provoquées par des coups de couteau sur la partie supérieure du corps. Nous l'avons opéré pendant plusieurs heures pour stabiliser son état et lui permettre de respirer. Les forces israéliennes ont pour consigne de tirer sur les assaillants, même s'ils ne sont armés que d'un couteau, comme dans cette vidéo d'une attaque dans la vieille ville de Jérusalem. Le nombre de Palestiniens tués renforce donc encore les suspicions, d'autant plus que les vidéos ne montrent souvent que la fin de l'action, le moment où les forces de l'ordre ripostent. Dans le cas d'Ahmed, l'affaire devra être jugée sur des preuves tangibles. En attendant, pour les Palestiniens, tous les doutes restent permis. Direction la Turquie, l'un des pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, 2,5 millions de personnes depuis 2011. 15% d'entre eux vivent dans des camps, beaucoup d'autres sont à la rue. Ils deviennent des proies faciles pour les passeurs. Laure Manin. Dans les rues d'Istanbul, ils essaient de passer inaperçus. Oussama et Jamal sont syriens, ils ont fui la guerre et tout laissé derrière eux. Cette nouvelle vie, ils l'ont voulu, mais rien n'est facile dans la métropole turque. Pour les Syriens, la vie est très chère ici. La vie est chère, la nourriture est chère, tout est cher. C'est impossible de vivre ici. Je veux que quelqu'un nous aide à partir d'ici. Je n'ai pas d'argent. Ça fait 26 jours maintenant que je suis là et je n'ai rien. Je dors dans la rue, j'essaye de trouver une solution. Les plus chanceux s'entassent dans des pièces minuscules, louées à prix d'or. 6 personnes se partagent cette chambre de quelques mètres carrés et il y en a autant dans celle d'à côté. Les réfugiés ont du mal à joindre les deux bouts, alors pour tenter de survivre, certains deviennent passeurs. Les bus vont partir à 8h30. Issa était chirurgien cardiaque à Alep, mais en Turquie, pour nourrir sa famille, il recrute des candidats au passage vers l'Europe. La mafia fait tout le travail. On n'est pas capable de prendre la mer et de faire tout ce travail tout seul. Tout passe par eux. On doit chercher des réfugiés et on les leur envoie. En 2015, le trafic de migrants a rapporté 300 millions de dollars pour 258 000 personnes, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Les passeurs risquent jusqu'à 8 ans de prison, mais Issa ne se voit pas comme un criminel. J'aide les gens. Un criminel prendrait l'argent des réfugiés et ne les aiderait pas à quitter le pays. Un criminel jetterait les gens à la mer et les laisserait seuls. Moi, j'aide les gens. Les autorités ont récemment renforcé les mesures contre les passeurs. Ankara attend une aide financière conséquente et des avantages politiques de l'Union européenne en échange d'un meilleur contrôle des flux de migrants. Je vous propose à présent de rencontrer Ali Amra, dessinateur syrien. Il a quitté Damas à cause de la guerre, mais aussi à cause de la menace qu'il subit en tant que journaliste caricaturiste. Son portrait réalisé par nos confrères de France 3. Ali Amra prend ses carnets et ses crayons pour dessiner. Sa femme est à ses côtés. Chaque croquis est un débat entre eux. Ils sont arrivés en France il y a 1 an, après avoir fui la Syrie. Leur maison dans la banlieue de Damas a été bombardée et Ali Amra est journaliste et caricaturiste. 2 métiers très risqués. Sur tous ses dessins, Bachar el-Assad, le président syrien. Responsable pour Ali du drame que traverse son pays, il ne le dessine que depuis son arrivée en France. En Syrie, c'est impossible de faire la moindre caricature de Bachar el-Assad. Impossible de s'opposer à lui. Celui qui fait une caricature est arrêté et assassiné. Ému, Ali Amra nous montre un dessin qu'il a réalisé il y a quelques jours. Le portrait de l'un de ses meilleurs amis, Akram, caricaturiste comme lui. Un jour, il a fait une caricature de Bachar el-Assad. Il a été arrêté par la police et emprisonné. On n'a plus de nouvelles de lui. Il y a 1 semaine, par des témoignages, on a appris qu'il était mort en prison, sous la torture. À quelques kilomètres de chez Ali, un salon de caricaturistes. Il expose quelques dessins et rencontre d'autres dessinateurs. À 40 ans, il doit reconstruire sa vie professionnelle.
c'est aussi un lieu d'échange où il peut parler de la Syrie. Lorsqu'il se met à dessiner, une classe de collégiens vient s'installer autour de lui. Les enfants qui marchaient comme sur les fusils, oui, ils rêvent quelque chose, ils rêvent pour les sécures. Les enfants sont captivés et impressionnés. Aucun d'eux n'imaginait qu'un dessinateur puisse être menacé. Je trouve que ça se fait pas non plus, de tuer des gens juste parce qu'ils dessinent, qu'ils veulent s'exprimer par leur dessin et qu'on les tue pour ça. Ali Amra s'inquiète pour ses amis restés en Syrie. Cette année, 4 journalistes ont été assassinés et 10 sont toujours emprisonnés. Et on termine par ces images en provenance de Jordanie. Le pays a réalisé le plus grand toboggan aquatique au monde et a ainsi intégré le livre des records, un ouvrage pour le plus grand plaisir des grands. Il sera placé dans plusieurs villes touristiques. Il a pour but, de l'aveu même de ses initiateurs, de montrer que la Jordanie est un pays où il fait bon vivre. Voilà pour cette semaine. Restez avec nous sur France 24, l'info continue.